Ah, Bonjour. super. Bonjour. Alors, bonjour à vous deux. Il y a d'autres personnes qui vont nous Bonjour. rejoindre après. Voilà, j'ai enlevé la salle d'attente. Comme ça, les personnes peuvent se connecter directement. Ce matin, nous avons notre adhérent, donc Bruno, de l'entreprise Ipanema, Enchanté. voilà, qui va nous faire une présentation. Donc, licence de marque, le potentiel de vos marques est-il bien exploité? Donc, on va être en petit comité ce matin. Donc, l'idée, c'est qu'on soit vraiment dans l'échange, voilà, qu'on passe un moment convivial ensemble. Je vous souhaite une bonne visio. Je reste à votre dispo. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques si vous avez envie dans le chat ou à prendre directement la parole. Et Bruno, je te laisse la main. Ok. Du coup, on attend un petit peu encore avant de démarrer. On peut attendre un peu, mais peut-être que si Susanna souhaite se présenter. Alors, Voilà. LD2I, je ne sais pas, j'ai pas le prénom. Ah, Stéphanie. Ah, pardon, oui, Stéphanie m'en suit, c'est ça, pardon. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Super. Je ne sais pas, Stéphanie, si vous avez la main, est-ce que vous souhaitez vous présenter peut-être? Si vous voulez. On vous écoute. Donc, Stéphanie m'en suit. Je fais du diagnostic immobilier. J'ai ouvert ma société cette année et justement, je suis sous licence de marque LD2I, mais indépendante, donc Exadiag. C'est pour ça que j'ai mis les deux noms. Donc, je suis très intéressée par la session d'aujourd'hui. Bon, je vous en dirai un petit mot après. On va peut-être du coup proposer à Susanna de se présenter. Et alors moi, bonjour, donc je suis Susanna Martins, société MS International. Donc en fait, moi, mes clients sont des clients qui ont des licences de marque et moi, je crée les produits dérivés pour ces marques. Ok. Donc je les accompagne. Donc du coup, c'est intéressant de voir un petit peu et de ce côté client et aussi après aussi pour ma marque à moi, entreprise. Très bien. Bah, écoutez, bienvenue. Je suis ravi qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Bon, désolé pour l'éclairage, mais je suis dans une chambre d'hôtel à Paris. Il pleut des cordes dehors et l'éclairage au-dessus du bureau n'est pas terrible. On te dit pas qu'il fait très beau ici. Hein. Bon. T'as pas envie de le savoir. J'ai quand même hâte de revenir. Tu m'étonnes. Alors, je vais me présenter après. Je voulais juste dire du coup un petit mot sur la notion de licence de marque, notamment par rapport à votre activité dans l'immobilier. Le type de licence de marque dont on va parler aujourd'hui, ce sont des licences de marque qui sont plutôt attachées alors, à des services ou à des produits. C'est un petit peu différent de la notion de licence de marque comme on peut le rencontrer dans le milieu de la franchise, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce qu'on va vous dire aujourd'hui vous intéressera, en tout cas sur la notion de marque sûrement. Mais c'est un type de licence de marque qui est un petit peu différent de ce que vous connaissez, vous, chez LD2I. D'accord. Voilà. Mais vous allez peut-être découvrir des choses nouvelles et c'est aussi l'intérêt de ces ateliers. Susanna, du coup, vous créez des produits dérivés pour des sociétés qui ont des clients qui ont des licences. Tout à fait. Ce sont plutôt des marques corporate ou issues du domaine de l'entertainment ou, Non, non, c'est plutôt j'ai un petit peu de tout, mais plutôt corporate. D'accord. Et on parle vraiment de produits sous licence, pas forcément de goodies. Il y a les deux. Il y a les deux. OK. Et Très bien. là, en l'occurrence, en rapport avec votre présentation, ça sera plutôt sous licence pour moi. Sous licence. OK. L'idée aujourd'hui, ce sera alors déjà de parler de licence, parce qu'on vit dans un monde de licence et tout le monde n'est pas forcément conscient de cela. Et l'idée, c'est aussi de rappeler à quel point la marque peut être un levier de croissance et un levier de valorisation d'une entreprise au moment d'opérations de croissance externe, de réorganisation, de recapitalisation. Et souvent, les marques sont un petit peu dans ce que j'appelle un angle mort et elles ne font pas partie des éléments qui sont étudiés en priorité par les personnes qui portent ces opérations. J'ai très envie de commencer du coup, parce que là, je suis presque lancé. Oui, surtout qu'après, le temps est compté. Vous avez jusqu'à quelle heure toutes les deux? Ben, moi, c'est 10 heures. Ouais, à peu près. Hein.
aussi. Bon. Élodie, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un peu? Alors, nous, il y a un mail de relance qui est parti ce matin. Je pense qu'on peut y aller. De toute façon, il y aura le replay. Donc, nous, on enverra le replay aux personnes qui sont inscrites, mais qui ne se sont pas connectées. Bon, bah, à ceux qui se sont levés tôt et connectés tôt. Alors. Pas de souci. Désolée. Est-ce que je... Donc voilà, l'atelier du jour, vous en avez vu l'intitulé, le potentiel de vos marques est-il bien exploité? Juste pour vous parler 5 secondes de moi, ce n'est pas l'important ce matin. Donc je suis évidemment aussi adhérent de l'UPE 06. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu de la diversification de marques. Je suis aujourd'hui associé d'une société qui s'appelle Ipanema, qui est présente sur Paris, sur Nice, et nous avons aussi une filiale à Monaco qui s'appelle Red White. Je connais bien le monde de la diversification de marques puisque j'ai travaillé une dizaine d'années au sein du groupe M6 dans ce secteur-là. Et j'ai aussi dirigé les activités hors publicité du groupe RTL, donc qui est le premier groupe de radio en France, sur les antennes RTL, RTL2, Fun Radio. Et mon métier, c'était de créer des business à partir des marques, des programmes, des animateurs de ces stations. Et j'ai aussi été directeur donc marketing communication d'une société qui est implantée dans les Alpes-Maritimes, à l'époque à Saint-Laurent-du-Var et aujourd'hui dans la plaine du Var à Nice, donc Panini France, qui est un des leaders mondiaux des produits d'édition sous licence. Mais pas que, il y a d'autres activités, notamment dans le e-commerce et dans l'édition. Voilà. Et aujourd'hui, Ipanema est une société, je l'ai dit, qui a 3 implantations. Nous sommes une quinzaine de collaborateurs, on fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus parce qu'on a externalisé en fait une partie de nos activités. On se définit comme une agence de marque, on est en fait un groupe de communication et de marketing avec différents métiers. Ça va de l'édition de magazines, de livres, jusqu'à la production de films publicitaires, par exemple, ou de films d'entreprise. Mais ça passe aussi par des événements, une grosse activité en digital, en conseil de communication, et par de la production de signatures sonores. Par exemple, si je vous dis MMA, zéro tracas, zéro blabla, eh ben, ce n'est pas MMA, c'est Ipanema. Et c'est la MAF que je préfère. Voilà. Des choses que vous avez sûrement entendues quelquefois à la télé. Donc, on a tous ces métiers qui nous permettent on va dire, de travailler à 360 degrés autour de la notion de marque. Et on a une spécificité, c'est que nous sommes la seule agence de communication en France à intégrer à 100% le métier de la licence de marque. C'est une activité que moi, j'ai intégrée quand je suis devenu associé d'Ipanema en 2013, et avec un positionnement qui est vraiment tourné autour des marques corporate, institutionnelles et publiques. Lorsque j'ai créé cette activité chez Ipanema, on s'est justement posé la question de savoir sur quel type de marque on allait se spécialiser. Et on a choisi la niche des marques publiques qui, à l'époque, n'était pas très développée et qui s'est beaucoup développée depuis. Aujourd'hui, on travaille pour le gouvernement princier de Monaco sur les marques Monaco Monte Carlo. On travaille pour les monuments nationaux. C'est le réseau des 100 monuments qui appartiennent à l'État français, dont l'Arc de Triomphe, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le Panthéon, etc., etc. Dans le 06, c'est la Villa Kérilos, par exemple, ou dans le Var, l'abbaye du Toronnet, enfin, voilà, ce genre de monuments. On travaille également pour la ville de Lyon, pour le département du Puy-de-Dôme, pour la collectivité de Saint-Barth. Voilà. Donc on a cette spécificité, mais je connais extrêmement bien l'univers des marques en général, de l'entertainment, donc jusqu'aux marques territoriales et culturelles et publiques. Donc voilà, la marque est un vrai accélérateur de valeur. Je pose souvent la question de savoir si vous avez vous-même conscience de la valeur de votre marque ou des marques que vous pouvez être amené à travailler. Et souvent, non, en fait. Le prisme de la marque n'est pas forcément pris en compte par bon nombre d'entrepreneurs. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment on peut prendre en compte le concept de marque dans l'atteinte de vos objectifs de croissance. Lorsqu'on valorise une entreprise, dans le cadre, par exemple,
de la cession d'une activité, d'une entreprise, dans le cadre d'une croissance externe. On a plutôt tendance à se focaliser sur les actifs matériels, que sont évidemment le cash disponible dans l'entreprise, les contrats qui sont signés, éventuellement les biens immobiliers que possède l'entreprise, mais on prend rarement en compte les actifs immatériels, que ce soit le portefeuille de marque, les brevets, par exemple, des licences qui pourraient déjà être concédées et tous les droits en fait, que possède l'entreprise sur des biens immatériels. Donc souvent, ces actifs sont vraiment essentiels dans le moteur, c'est vraiment le carburant du moteur économique de l'entreprise, mais ils sont souvent ignorés dans leur impact. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent des notions qui sont un petit peu dans l'angle mort de ce type d'opération. Si on prend l'exemple d'une opération de croissance, à quoi s'intéresse-t-on généralement dans ce cadre en priorité? C'est le financement, les intérêts des actionnaires. On regarde les perspectives de croissance immédiate, le projet global, souvent les contrats, les coûts et les économies d'échelle qui peuvent être réalisées, mais jamais la marque n'est prise en compte sérieusement. Où en est-elle? Où va-t-elle? Quels sont les impacts de l'opération que l'on prévoit sur elle? Et pourtant, c'est une caisse de résonance qui va jouer sur les collaborateurs, sur les clients, sur les différentes parties prenantes et sur l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La marque, c'est un actif qui est visible. C'est généralement l'actif le plus durable. Je distingue bien la marque du nom de l'entreprise, puisque des fois, une entreprise développe des activités et pas forcément sous son nom, mais avec des noms de marque. Donc, c'est l'actif le plus durable. C'est celui qui est peut-être le plus difficile à construire, mais c'est celui qui est le plus fragile aussi. Fragile dans le sens où il faut le protéger. Une marque peut être attaquée, galvaudée, contrefaite. Donc, ça demande quand même des investissements, ça demande beaucoup d'attention pour la renforcer et la rendre plus forte, pour qu'elle soit là aussi plus pérenne et plus durable. Donc, comment faire de la marque le moteur de la valorisation de votre entreprise? Il y a différentes manières de le faire, et notamment la diversification de marque. Donc, qu'est-ce que la diversification de marque? C'est l'extension de marque. Vous possédez une marque, on va prendre la marque UPE par exemple. Vous possédez la marque UPE et vous souhaitez explorer de nouveaux marchés, de nouvelles catégories de produits ou de services qui sont peut-être un peu éloignés de votre activité historique. Et donc ça, c'est une démarche qu'on appelle la diversification et que toute l'entreprise doit intégrer et dans laquelle tous les services doivent se projeter. Il y a deux types de diversification qui sont possibles. Une diversification intégrée, mais qui généralement est peut-être risquée financièrement. On a déjà pas mal d'entreprises, et je pense d'ailleurs à M. Hippolito qui va prendre la présidence de l'UPE. Le groupe Hippolito s'est déjà diversifié, une entreprise dans le transport à l'origine, mais qui aujourd'hui a des activités dans le tourisme et dans d'autres secteurs d'activité. Donc une entreprise peut faire le choix, le pari par de la croissance externe, de découvrir de nouveaux marchés et de faire des acquisitions qui vont permettre de diversifier son offre. Donc ça représente évidemment des investissements importants, des besoins de financement importants. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la marque BIC, que tout le monde connaît. Je ne sais pas si vous avez eu vent du développement dans les parfums que la marque BIC a opéré. Et ça a été, pour le coup, un échec cuisant, puisqu'en fait, l'objectif de BIC, c'était de vendre des parfums à la sauce BIC, donc c'est-à-dire des petits produits pas chers, dans le réseau des tabacs notamment. Ce n'est pas forcément un réflexe que nous avons aujourd'hui d'aller acheter des parfums chez les marchands de journaux et dans les bureaux de tabac. C'est un pari sur lequel ils ont investi beaucoup d'argent et qui s'est révélé être une catastrophe. Évidemment, il y a beaucoup de réussites aussi de diversification directe de la part des entreprises, mais lorsque l'échec est au rendez-vous, c'est vraiment très pénalisant et très lourd financièrement à supporter. Après, il existe un deuxième type de diversification que j'appelle diversification déléguée.
Et c'est là où entre en scène la notion de licence de marque. Le principe de la licence de marque, on va en parler juste après, c'est justement de pouvoir transférer le risque financier ou le risque de développement de votre nouveau produit ou de votre nouveau service sur un tiers qui, lui, possède l'expertise sur ce type de service ou de produit et sur le réseau de diffusion et auprès de la clientèle que vous visez. Là, j'ai pris deux exemples. Un exemple réussi que sont les parfums Montblanc. Vous connaissez évidemment toute la marque Montblanc, une marque qui s'est diversifiée dans un certain nombre de secteurs et notamment sous forme de licence de marque. Un exemple assez marquant, ce sont les parfums qui font partie des plus gros succès de la société Interparfums, qui est un des leaders mondiaux du parfum sous licence. Et c'est vraiment un des best-sellers de ce groupe. À l'inverse, vous avez, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Colgate a lancé des plats cuisinés en se disant que lorsque les gens mangent en pensant à Colgate, forcément, ils vont aller se laver les dents après, donc ils vont consommer du dentifrice. Donc, ils auront besoin d'en racheter de nouveau plus vite. Ça peut paraître évident lorsqu'on sait que ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il y a des gens qui sont en réunion et qui ont investi un peu d'argent, en tout cas, pour mettre en place ce type de développement en donnant la licence Colgate, la licence de la marque Colgate, à une entreprise spécialisée dans des plats cuisinés. Donc voilà, je pourrais vous parler pendant des heures d'exemples de réussite et d'échecs, mais ce sont deux exemples qui montrent que lorsqu'on réussit la licence de marque, c'est formidable pour tout le monde, à savoir les ayants droit, les détenteurs des marques, mais aussi pour les sociétés qui font l'acquisition de droits sur cette marque. À l'inverse, lorsque le développement est un échec, c'est généralement très lourd à assumer financièrement pour la société qui a acquis les droits sur la marque. Pour la marque Colgate, en fait, on va dire le point le plus négatif, c'est le fait que sa marque ait pu être associée à un produit qui n'a pas marché aux yeux des consommateurs. Mais là, en tout cas, l'investissement financier a été totalement reporté sur la société qui a acquis les droits sur la marque. Je pense que Susanna est au courant, puisque c'est une partie de votre activité, mais on vit dans un monde de licences de marque. Je vous incite à essayer de faire un petit peu l'exercice ludique d'essayer de décoder derrière un produit qui porte une marque, d'essayer de comprendre si le produit a été fait directement par la marque ou s'il a été fait par une société tierce qui dispose de droits de licence. Et en fait, vous allez vous rendre compte que dans une grande majorité de cas, en fait, vous avez souvent une licence de marque derrière un produit. Donc là, j'ai pris un autre exemple de parfum comme la marque Karl Lagerfeld. Énormément de marques de luxe, en fait, ne produisent pas elles-mêmes leurs parfums, voire d'autres accessoires. Généralement, c'est concédé sous forme de licence. Il y a juste une tendance actuellement, c'est que les marques de luxe qui avaient l'habitude de donner des droits de licence sur leurs marques à des fabricants de lunettes, des fabricants et des distributeurs de lunettes, sont en train de faire machine arrière parce qu'elles se sont rendues compte que c'était un business énorme qui fonctionnait très bien. Et elles ont décidé plutôt maintenant de réintégrer en interne cette activité. Ça a même conduit au dépôt de bilan et à la faillite de sociétés françaises dans le Jura, qui étaient les dernières fabricantes de lunettes en France. Mais des groupes comme LVMH, par exemple, ont décidé, quitte à faire du tort à une partie de cette industrie qui est déjà fortement concurrencée par l'Asie, ils ont fait le choix de réintégrer ce business chez eux. Mais pour parler des lunettes, voilà un exemple, il y a 2500 marques de lunettes qui travaillent sous forme de licence aujourd'hui sur le marché. C'est absolument colossal. Et la société Luxottica, société italienne dont les bureaux en France sont à Sophia Antipolis, c'est plus de 500 millions de paires de lunettes chaque année qui sont vendues sous licence. Voilà. Mais vous pouvez manger des glaces Oreo. Ce n'est pas Oreo qui fait les produits, c'est une société allemande. Voilà, tout ce qui est objet de décoration, tout ce qui comporte des emojis, parfois les téléphones aussi, notamment des téléphones professionnels comme la marque Energizer, sont des produits sous licence. On voit beaucoup dans l'univers du prêt-à-porter et du textile la marque NASA se développer
depuis quelques temps. Évidemment, ce n'est pas la NASA qui fait des t-shirts ou des sweatshirts, c'est une société qui est spécialisée dans le textile et qui acquiert les droits. Vous avez un exemple là, de Coca-Cola qui a développé du vernis à ongles avec la marque OPI. Voilà, donc vous aviez des vernis, on va dire, de la couleur des marques principales du groupe Coca-Cola, que ce soit Coca, Fanta, etc., Sprite. Et j'ai mis un petit exemple de voilà, quelque chose qui m'avait laissé un petit peu sans voix, du raisin Star Wars chez Tesco en Angleterre. Mais voilà, pour vous dire que des fois, sous forme de licence, tout est possible, même le saugrenu. Mais en tout cas, voilà, faites l'exercice et vous vous rendrez compte qu'on vit vraiment dans un monde de marque, ça on le sait, mais dans un monde de licence, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'une licence de marque ? Je vais me mettre dans la peau du titulaire de la marque et puis dans la peau du licencié pour vous montrer que même si on parle d'un seul et même concept, le principe n'est pas forcément toujours le même. En tout cas, les bénéfices pas toujours les mêmes. Pour le titulaire de la marque, le principe, donc, c'est d'avoir une marque forte, une marque protégée et d'accorder des droits à une société tierce qui va être intéressée par cette marque pour la mettre sur une gamme de produits qu'elle a l'habitude de fabriquer et une gamme de produits qu'elle va distribuer dans ses réseaux habituels. L'intérêt pour le titulaire de la marque, c'est une fois de plus de reporter le risque financier d'une extension de marque sur un nouveau marché ou sur une nouvelle catégorie de produits sur un tiers qui maîtrise, lui, pour le coup, pleinement à la fois la chaîne de production et la chaîne de diffusion des produits qui sont visés par la marque sous licence. Les risques pour le titulaire de la marque, à part que la marque soit quelque peu abîmée, entre guillemets, et ce qui est très grave hein, aux yeux d'un titulaire de marque, par un produit qui ne rencontrerait pas le succès, les risques sont assez limités. Du point de vue d'un licencié, le principe, c'est de faire l'acquisition de droits sur une marque que l'on considère comme porteuse, forte, et qui serait en capacité de convaincre des consommateurs. Et les atouts pour un licencié, c'est de s'appuyer sur une marque intéressante, une marque forte, du coup de bénéficier d'un élan, d'une dynamique qui peut exister autour de cette marque, d'une notoriété. Et les atouts, c'est aussi du coup de pouvoir aller voir certains distributeurs ou certains financiers, en tout cas différentes parties prenantes de son écosystème et de son environnement, pour essayer d'enfoncer des portes et de montrer qu'avec ces nouveaux produits associés à une marque qu'il considère comme étant forte, son business va pouvoir se développer peut-être un petit peu plus vite, il va pouvoir gagner un peu plus de parts de marché, peut-être une meilleure visibilité en magasin, etc., etc. Les risques, là, pour le coup, c'est de devoir assumer des frais de développement, des coûts de développement et un investissement relativement important, avec toujours évidemment une part d'inconnu sur le succès. Évidemment, si vous prenez une marque du portefeuille Disney, si vous faites les choses à peu près dans l'ordre, il y a de fortes chances que le succès soit au rendez-vous, en tout cas que l'échec s'éloigne. Mais il existe, une fois de plus, une multitude de marques qui se lancent sous forme de licence. Tout le monde n'a pas accès non plus à des marques comme Disney. Mais il y a des marques intéressantes un petit peu partout. Et toutes les marques ont une valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je prône et que j'explique. C'est que voilà, là, je parle d'exemples qui parlent justement à tout le monde. Mais il faut bien avoir en tête que toute marque a une valeur et toute marque peut intéresser un tiers, un partenaire potentiel. Après, évidemment, le volume de business que la marque peut générer, c'est un curseur qu'on ajuste en fonction de la notoriété de la marque, etc. Mais le principe général, c'est de se dire que si une marque nous intéresse, il faut être prêt à investir pour faire en sorte de réussir. Et en cas d'échec, ça peut être très lourd à assumer. Il y a différents exemples comme ça de marques de sociétés qui ont fait l'acquisition de différents droits sur différentes marques, parfois en empilant un petit peu les marques après avoir rencontré un ou deux succès. Et lorsque un ou deux succès se transforment en 5, 6, 7 résultats moyens, voire échecs, là, ça devient très compliqué pour l'entreprise. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte.
il y a deux notions essentielles en marketing dans cet univers de la diversification de marque et de l'extension de marque. Ce sont les notions de fit et de leverage. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux notions. Le fit, en fait, lorsque vous vous posez la question de savoir si votre marque a le potentiel pour se développer sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux territoires que votre entreprise n'a pas encore explorés, ces deux notions, elles sont intéressantes. La notion de fit, en fait, c'est une question que vous devez vous poser pour savoir si vos consommateurs, vos clients, sont prêts à vous suivre sur un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau marché. Est-ce que vos consommateurs habituels vont considérer que ce développement, ce nouveau développement est quelque chose d'acceptable, quelque chose de cohérent? Donc, il faut là se mettre à la place, bon, c'est le principe du marketing, on se met toujours à la place du client de nos jours. L'idée, c'est vraiment de se poser la question de savoir si ces consommateurs sont prêts à vous suivre, si vous explorez un nouveau marché. Et la notion de leverage, c'est une notion en fait, qui vous fait vous demander quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter avec votre marque et avec ce nouveau produit associé à votre marque ou un nouveau service associé à votre marque sur le marché que vous visez. Parce que pour réussir une licence de marque, il faut être sûr déjà que le développement soit perçu comme étant pertinent et naturel, voire légitime par vos consommateurs, mais il faut aussi que vous ameniez une valeur ajoutée sur un marché que vous souhaitez développer. La valeur ajoutée, ça peut être une saveur, ça peut être la qualité d'un produit, ça peut être une manière de diffuser ces produits ou de communiquer vraiment pertinente, que ce soit sur un marché local ou sur un marché national ou international. Voilà, donc c'est vraiment deux principes qu'il faut retenir. Est-ce que vos consommateurs vont trouver naturel, légitime et pertinent ce nouveau développement? Et quelle est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter, amener sur un marché qui dispose déjà d'une offre, généralement, et qui dispose d'un environnement concurrentiel qui existe. Voilà. Donc, vous allez devenir un nouvel acteur de ce marché. Quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à travers votre offre sur ce marché? On va prendre deux exemples, et ce n'est pas Jean-Claude Van Damme qui nous dira le contraire. On peut parler de grand écart lorsque le magazine Cosmopolitan commence à faire des yaourts sous licence. Alors, si on réfléchit, évidemment, on se dit que ce sont des yaourts bio, donc ça peut contribuer à se faire plaisir en mangeant, tout en mangeant quelque chose de sain. Et, voilà. Mais c'est quand même une diversification, pour le coup, assez étonnante. Une marque comme Cosmopolitan peut se le permettre, mais il faut bien avoir en tête que si vous éditez un magazine aujourd'hui, vous n'allez pas faire des yaourts le lendemain. Pour arriver à faire des yaourts, il faut partir du core business et puis s'éloigner petit à petit. Vous pouvez partir d'un magazine, commencer par faire une appli qui parlera peut-être d'autre chose que les sujets qui sont traités dans le magazine, puis peut-être travailler, je ne sais pas, autour en fonction de la cible, un peu de textile, un peu de prêt-à-porter, des objets de décoration. Et en fait, plus vous rencontrez le succès à chaque fois que vous faites un pas de plus vers l'extension de votre marque, et plus vous pouvez vous permettre, avec le temps, d'aller sur des choses qui, avec le recul, paraissent très éloignées en fait, de votre core business. On peut prendre un autre exemple, puisqu'aujourd'hui, la marque Ferrari est évidemment connue pour ses voitures très haut de gamme, mais aujourd'hui, c'est aussi un parc d'attractions à Port Aventura, par exemple. Et c'est une marque qui s'est énormément diversifiée. Vous pouvez acheter des chaussures, des vêtements, des montres, des bijoux, des accessoires de décoration. Enfin, c'est extrêmement large. Vous pouvez acheter des lunettes, enfin, voilà, vous pouvez acheter énormément de choses, mais ça va jusqu'à des parcs d'attractions. Donc, on peut se dire attraction, oui, il y a peut-être la notion de vitesse, etc. Donc, avec le recul, ça paraît toujours assez logique, mais en fait, c'est un grand écart, pour de vrai. Lorsque vous proposez des voitures de luxe, c'est que, in fine, vous proposez sous forme de licence
à des gens de vivre une sensation dans un parc d'attractions, c'est une diversification qui est quand même assez éloignée de votre métier d'origine. Et évidemment, Ferrari n'a pas fait de parc d'attractions en interne. Ils se sont appuyés sur des gens dont c'est le métier. Et ces gens-là étaient évidemment intéressés de travailler autour d'une marque très forte comme celle-ci. Il y a des critères à satisfaire pour licencier une marque. Et une fois de plus, ces critères sont valables autant pour des très grandes marques que pour des marques moins connues. Le premier critère, c'est que une marque ne peut se diversifier que si elle bénéficie d'une réelle notoriété, donc soit d'une énorme notoriété, soit d'une notoriété parfois même à l'échelle locale, et une notoriété qui est doublée d'une bonne réputation, évidemment. Si votre marque a une mauvaise réputation, ça va être compliqué de trouver des partenaires qui seront intéressés d'investir et de parier sur votre marque. Et donc, cette bonne réputation, évidemment, ça vaut autant dans le monde économique en général qu'auprès de la cible la cible de consommateurs que vous visez. Le deuxième critère, c'est qu'une marque ne peut se diversifier que si elle possède des caractéristiques spécifiques ou si elle préempte certains territoires de valeur. Si votre marque, elle incarne parfaitement l'éco-responsabilité, par exemple, ou l'agriculture biologique, ou je ne sais pas si vous avez un brevet autour d'une saveur, ou si votre marque est connue pour être une marque savoureuse, lorsqu'on parle de produits alimentaires, par exemple, ce sont des points d'appui que vous pouvez utiliser pour créer des produits dérivés. Une marque ne peut se diversifier après que si sa clientèle lui est fidèle, puisqu'évidemment, vous allez faire en sorte de vendre vos nouveaux produits qui seront fabriqués par un tiers et distribués par un tiers à vos clients déjà. Et puis, ça va être aussi un moyen pour vous de partir à la conquête de nouveaux clients sur les réseaux que vous allez explorer. Une marque, ensuite, ne peut se diversifier avec succès que si c'est une réelle stratégie qui est portée par l'entreprise et qui fédère en fait les différents services en interne, notamment d'un point de vue commercial, marketing et communication et direction, évidemment. Il faut vraiment que ça soit une démarche dans laquelle tous les services s'engagent parce que c'est une vraie culture, c'est une vraie opération globale et on a vraiment besoin de pouvoir fédérer et pouvoir compter sur l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Le cinquième critère, une marque ne peut se diversifier que si elle met en place l'organisation nécessaire, donc soit en décidant d'internaliser les ressources et la fonction, soit en l'externalisant. Et on en parlera après. L'idée étant de mettre en place une stratégie, une organisation structurée avec un plan de développement à moyen et long terme, puisque développer de nouveaux segments de marché, explorer de nouveaux territoires, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend généralement un petit peu de temps. Une marque, ensuite, ne peut se diversifier que si elle possède une matière ou un univers graphique riche pour permettre à vos futurs partenaires de développer de vrais beaux produits. Moi, par exemple, je travaille pour des marques publiques essentiellement. Le grand écueil que je rencontre, c'est que généralement, elles ont un logo, une charte graphique institutionnelle avec 3 principes, et ça s'arrête là. Sauf que ça ne suffit pas du tout en fait, à créer des produits qui soient attrayants pour des consommateurs. Donc, si je prends l'exemple de l'Arc de Triomphe, par exemple, que nous gérons, on a dû faire comprendre en fait, aux monuments nationaux qu'il était important de créer une marque officielle, Arc de Triomphe, une marque qui pourrait du coup se décliner sur des produits dérivés, et une marque qui doit bénéficier d'un univers graphique extrêmement riche. Pourquoi ? Parce qu'un produit, je prends l'exemple d'un t-shirt ou un mug où on mettrait juste ce logo, le consommateur pourrait se demander est-ce que c'est un produit promotionnel, publicitaire, donc évidemment un produit qui n'a pas de valeur commerciale. Sauf que pour vendre un produit, il faut déjà que le produit soit beau, soit attrayant, et après qu'il ait des caractéristiques d'usage intrinsèques évidemment intéressants. Mais ce qui fait déjà, on va dire, l'interpellation du consommateur, évidemment, c'est aussi le design du produit. Donc, on a convaincu les monuments nationaux, pour chacune des marques que nous travaillons, de développer un univers graphique riche qui s'appuie sur des éléments architecturaux, par exemple, sur des couleurs, sur tout un tas de choses,
ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un guide de style ou un guide de marque assez épais, dans lequel les licenciés vont pouvoir piocher pour créer des designs de produits attrayants, intéressants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je vais vous prendre l'exemple d'une société anglaise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marmite. Marmite, c'est une espèce de marmelade à la levure de bière. Enfin, c'est quelque chose que je trouve infâme, mais c'est très connu en Angleterre. Et leur slogan, c'est d'ailleurs on l'aime ou on le déteste. Voilà. Donc il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent la marmelade Marmite. Et Marmite a voulu se lancer dans une diversification de marques. Et ils se sont lancés en fait en développant des produits basés sur les couleurs du logo. C'est le jaune, le rouge, le blanc, le noir. Et en fait, ça a été un échec cuisant. C'est quelque chose qu'ils ont fait en interne. Et ça a été un échec. Les produits ne sont pas du tout vendus, alors qu'il y a vraiment des gens qui sont archi fans de cette marque, de ce produit, et qui revendiquent aimer Marmite, voilà, quand d'autres détestent. Et en fait, ils se sont rendus compte que les clients prenaient ces produits-là aux couleurs du logo de la marque pour des produits promotionnels, des produits publicitaires. Donc, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi la marque proposait ce type de produit à la vente dans ses réseaux habituels. Et en fait, un jour, ils se sont rapprochés d'une société, un petit peu comme la nôtre, un agent de licence, qui leur a dit « Mais votre marque, il faut complètement la twister. Vous devriez développer une charte graphique avec des couleurs très pop art pour vraiment créer une rupture avec les couleurs traditionnelles de votre marque. » C'est quelque chose qu'ils ont mis en place avec cette société. Et aujourd'hui, vous avez des boutiques de produits dérivés Marmite qui cartonnent en Angleterre. Donc vous voyez, parfois, ça se joue à ce genre de choses, en fait, une charte graphique, une réflexion autour du design de vos produits. Donc c'est vraiment pour ça qu'on essaie vraiment de convaincre tous les gens que nous pouvons de développer une vraie charte graphique qui doit être appliquée sur des produits, parce que c'est ça qui fera, on va dire, le début du socle de la réussite de ce type de développement. Et enfin, une marque ne peut se diversifier que si elle n'est pas synonyme d'une catégorie générique aux yeux des consommateurs. Par exemple, aujourd'hui, on parle de sopalin, de Kleenex, de Scotch, de Kawe, pour parler de différents produits justement par différentes marques. Et en fait, ça, c'est impossible. La marque Kleenex aura du mal à faire autre chose que des mouchoirs, par exemple. Ou éventuellement des cotons-tiges ou ce genre de choses. La marque Kawe, qui est en train de renaître un petit peu, aura beaucoup de mal à faire des choses très éloignées de son cœur de métier. Comme la marque Frigidaire, qui revient aussi, mais voilà, qui dans l'esprit des consommateurs, ça veut dire frigo. Donc, ils auront du mal à faire des choses très, très différentes. C'est le cas pour Thermos, pour Sopalin, qui, dans l'esprit des consommateurs, veut dire essuie-tout, tout simplement. Alors, comment s'organiser lorsqu'on considère qu'on a une marque intéressante, qu'elle a des points de force et qu'elle pourrait potentiellement intéresser des personnes? Évidemment, votre intérêt dans ce cas-là, c'est de vous dire ma marque, elle va vivre, elle va exister sur de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouveaux marchés. Ça va me permettre d'avoir des revenus. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais lorsqu'on concède des droits de licence à une société, c'est le cas pour vous dans l'immobilier, je présume avec la licence de marque que vous avez acquise. Évidemment, il y a un taux de redevance, des royautés à payer à la marque, voire des minimums garantis. En tout cas, il y a des conditions financières qui vous permettent d'être dépositaire et licencié de cette marque. Les taux de licence, ça dépend vraiment du type d'activité, du type de produit. On va dire que ça peut aller de 2% jusqu'à 20%, mais la moyenne se situe généralement autour des 8 à 14%, on va dire. Lorsque vous vous appelez Disney, vous êtes plutôt entre 15 et 16. Et si vous donnez une licence, par exemple, à une société sur un marché dont les marges sont très faibles, c'est le cas dans l'électronique, par exemple, ou dans l'édition, généralement, on est plutôt entre 2 et 5%. Donc, il existe un petit peu tous les cas de figure, mais on se situe dans cette fourchette-là. Donc, comment s'organiser? On l'a vu, soit on internalise, c'est-à-dire qu'on consacre du temps, des ressources humaines et financières, et on se dit qu'on
On va explorer de nouveaux territoires, mais donc on va devoir apprendre, passer par une phase d'apprentissage qui va rendre plus long en fait, le développement. Ça, c'est possible. Hein. Il faut savoir que Coca-Cola, le groupe Coca-Cola, par exemple, internalise beaucoup de choses. Il travaille sur quelques opérations, sur quelques territoires avec des sociétés de marque, des agences de marque, mais ils ont pris le parti de développer beaucoup de choses en interne et ça représente des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Il y a même des marques qui font la moitié de leur chiffre d'affaires avec des produits sous licence. C'est vrai dans le luxe, par exemple, c'est vrai dans l'agroalimentaire. Après, il y a une deuxième étape qui est de travailler avec des agences de branding. Donc, une agence de branding, c'est une société qui va vous accompagner pour mieux définir votre marque, peut-être trouver un nouveau nom ou travailler la charte graphique, justement. Donc, c'est une agence qui peut vous apporter une vision, parce que c'est une agence qui, généralement, connaît bien le milieu des marques, qui peut aussi vous apporter des contacts, vous mettre en relation avec une société qui, potentiellement, une fois que vous aurez travaillé avec eux, pourrait être intéressé par votre marque. Mais c'est généralement du réseautage et assez limité. Après, vous avez l'option de faire appel à un agent de licence. Donc ça, c'est vraiment une société qui est spécialisée, qui est experte dans ce type de développement, qui possède un réseau très important de fabricants, de distributeurs, d'enseignes qui travaillent des produits sous licence. Ça nécessite aussi une culture. Vous voyez, je pense que vous connaissez quand même un peu le marketing, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de notions comme le fit et le leverage. Ce sont des notions marketing que souvent, des gens très pointus en marketing ne connaissent pas, parce que c'est vraiment un métier très, très spécifique. Voilà. Donc, un agent de licence, c'est une société qui peut vous faire bénéficier d'une expertise forte, d'une expérience longue, d'un réseau très important, donc d'opportunités concrètes très rapidement. Une société donc, qui possède une culture produit, distribution très forte. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est et vous, si vous vous êtes inscrit à cet atelier ce matin, c'est sûrement avec un intérêt ou une petite idée derrière la tête. Et moi, je suis évidemment intéressé de savoir quel est votre projet, quel est votre projet de marque, tout en rappelant qu'il n'y a pas que des mastodontes et des géants qui peuvent activer leur marque en licence. C'est le cas de beaucoup d'entreprises. Moi, je suis sollicité, pas chaque semaine, mais presque, par des détenteurs de marques qui veulent se développer sous forme de licence, des marques qui ont déjà eu des expériences en licence, mais qui veulent passer à la vitesse supérieure et qui recherchent des conseils en fait, ou des consultants pour les accompagner. Et souvent, ce sont des marques qui peuvent afficher des résultats, mais sans que je les connaisse moi forcément, alors pourtant que c'est mon univers. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il existe vraiment énormément de porteurs de marques qui font de la licence un levier de développement. Et il faut savoir que la licence, c'est quelque chose qui se développe très très fort depuis une dizaine d'années dans énormément de secteurs. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des produits présidence de la République, voilà, pour parler d'une marque un peu d'actualité. Vous pouvez acheter des produits présidence de la République, ville de Paris, ville de Lyon, principauté de Enfin, voilà. Même quand des acteurs publics s'emparent de ce type de tendance ou de levier, c'est que ça irrigue et ça touche vraiment tous les pans de notre économie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie justement de parler peut-être un peu de problématiques que vous pouvez rencontrer ou dont vous aimeriez parler, tout simplement? Si je peux vous aider, ce sera avec joie. Moi, personnellement, je n'ai pas de problématique sur ce côté-là, mais c'est vrai qu'en ayant des clients, des fois, qui ont des marques, de passer le cap, et des marques qui peuvent fonctionner, dont je peux voir justement, sans faire le grand écart, qu'il y a des produits dérivés qui peuvent être en alignement total avec leur marque, de les pousser justement à avoir cette licence. Et justement de me dire, voilà, de là, vous pouvez passer le cap à la licence et étoffer, et qu'est-ce qu'ils peuvent en gagner, etc. Donc, savoir qu'il y a des agences comme vous qui sont vraiment spécialisées. Donc, c'est vrai que c'est pour faire le pont, c'est bien.
Et dans mon premier métier, je travaillais pour un grand groupe, donc NAF Chevignon à Paris. Ok. Et donc, moi, j'étais au service international et on gérait également la partie licence. Ok. Donc, tout ce côté-là, côté marque et licence, je l'ai vu également. Voilà, il y a des personnes qui vous appellent, qui disent ah, je voudrais faire tel produit avec votre marque, est-ce que c'est possible? Donc, effectivement, il y a ce côté de ne pas partir dans tous les sens, d'étudier vraiment le projet. Et puis, Choisir le bon partenaire, parce que ça, c'est évidemment très important. Est-ce que vous confiez votre marque à quelqu'un qui va savoir la développer à la hauteur de vos attentes? Et donc, en interne, on avait vraiment un service licence qui développait pour nous en interne et également donc, le service étudiait ces nouvelles propositions pour savoir oui, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ça va nuire à notre marque ou pas et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, j'avais vraiment tous j'ai vu donc, des deux côtés. Et du coup… c'est vrai que parfois, confier sa marque à un tiers, là je parle d'une agence, même agence de licence, c'est même parfois compliqué. Je prends l'exemple du groupe Danone pour qui on a fait des études justement sur le potentiel de certaines de leurs marques en diversification et en licence. Vous aviez des équipes en interne qui étaient convaincues qu'il fallait y aller et qu'il fallait absolument faire appel à une agence dont c'était le métier. Et vous aviez les gens du marketing de la marque en question qui, eux, se disaient, mais ce n'est pas possible, on peut pas prendre le risque de mettre notre marque entre les mains d'un tiers, aussi professionnel soit-il. Aussi. Donc, il y avait ce genre de tiraillement un peu en interne sur est-ce qu'on doit garder la main, est-ce qu'on doit la passer, et puis au final, il ne se passe rien parce que personne n'est d'accord. Voilà. C'est ça qui est difficile parce que pour moi aussi, c'est pareil. Hein, quand je vais voir les clients, moi, c'est mon métier, donc j'ai pas mal d'idées sur le développement de produits dérivés. Et puis, vous pouvez avoir un individu dans le service marketing ou d'autres services qui va être complètement contre, mais parce qu'il n'a pas la même vision et ça va tout bloquer. Et on va avoir d'autres idées, mais je me trouve complètement à côté de la plaque. Mais après, moi, c'est mon client, on est obligé de suivre et après, c'est un vrai flop. Mais ça dépend vraiment de l'individu, de leur ouverture d'esprit. Et je voulais rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur tout ce qui est les marques publiques. Donc, moi, j'ai travaillé avec des marques publiques et je travaille avec notamment Saint-Barth, Monaco également, avant qu'ils demandent de travailler uniquement avec des sociétés monégasques. Également les monuments nationaux, donc la Monnaie de Paris, Centre Pompidou et certains musées. Donc, j'ai travaillé avec eux. En produits dérivés. Et effectivement, c'est assez limité au niveau de leur charte graphique et de pouvoir vraiment étoffer ce côté-là, ça c'est une grande richesse parce que ils ne se rendent pas compte parce que les monuments de Paris, là, c'est plein de petits pictos. Enfin, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'est plein de petits pictos. Et alors, des fois, sur des produits, ils veulent les faire sur des petits produits parce que il y a des produits dérivés, effectivement, mais il y a aussi des produits qu'ils ont dans leurs boutiques musées. Donc là, on va toucher le mug, etc. C'est plutôt des produits goodies, on va dire. Souvenirs, mais on est obligé de toucher à ça. Et donc là, on reprend exactement leur charte graphique. Mais d'avoir, quand il reste buté à vous dire, je veux ça sur un produit qui ne peut pas prendre tout le marquage, voilà. Et c'est effectivement, quand ils sont accompagnés par votre type d'agence, c'est vrai que c'est super. Parce qu'en interne, ils n'ont pas forcément les ressources, quoi. Et puis ils n'ont pas forcément la culture ou le recul. Et nous, souvent, pour qu'ils comprennent bien, on leur dit, mais en fait, votre marque, votre logo, ça va devenir la signature du produit. Mais en fait, le design principal du produit, ça ne va pas du tout être votre marque. Parce que personne n'a envie d'acheter un t-shirt avec le logo sans des monuments nationaux en plein pot. Par contre, un t-shirt qui est fait d'éléments architecturaux bien faits, avec sur une étiquette, le logo sans des monuments nationaux, on essaye de transposer ces marques-là dans le monde des marques de commerce, tout simplement. Et c'est une culture qui n'existe pas forcément chez les acteurs publics. Mais les choses évoluent. Donc c'est bien. Voilà. Je ne sais pas s'il est autre. Exactement. Une personne a une question ou je vais dire quelque chose. Si vous voulez intervenir. Je n'ai pas forcément de questions. Je vous avais dit que ce serait peut-être un peu différent de ce que vous aviez. J'ai trouvé des parallèles quand même, mais je suis un peu du côté de l'entreprise qui a acheté la marque. Ouais. Je ne gère pas vraiment
comment dire, le développement de l'image de la marque. Je l'ai achetée, je la prends telle qu'elle est, j'ai les outils qui vont avec. J'ai un peu la renommée nationale, j'ai la possibilité de négocier, enfin, je profite des négociations qui ont été faites par le groupe. On est tous des indépendants, on fait tous le choix de se regrouper sous une marque pour être un petit peu plus fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas notre mot à dire sur le développement de la marque qui reste actif à hauteur de ce qu'on peut faire. Hein. On n'est que 50 en France. Donc, mais j'utilise les outils qu'on met à ma disposition aujourd'hui. En tout cas, ça c'est important. Vous avez le sentiment quand même qu'au-delà des modalités qui font que vous êtes aujourd'hui sous licence de marque sur votre secteur, vous avez quand même le sentiment que cette marque vous apporte des outils, vous apporte des choses un peu chartées et les moyens de développer votre activité. Oui. J'étais vraiment renseignée avant et j'avais vraiment été voir ce qu'ils étaient en capacité d'apporter. LD2I comme d'autres licences de marque, hein, il y en a de plus en plus dans notre métier. Parce qu'on a besoin de se regrouper aujourd'hui, ne serait-ce que pour négocier nos tarifs assurance. Ça devient une nécessité. Et tous n'ont pas le même fonctionnement, tous n'ont pas les mêmes outils à apporter et tous n'ont pas la même politique tarifaire non plus. Donc, on a des grands écarts dans le système. Mais je trouve que c'est assez intéressant d'en faire partie et ça aurait été plus compliqué d'être totalement indépendant et de devoir développer soi-même une image, un logo. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites par la marque qui sont intéressantes. On a des vêtements logotés, on a des pochettes, on a un travail qui est fait sur Instagram, sur Facebook, mais par le groupe. Qu'on n'a pas besoin de développer nous en tant qu'indépendants. Vous avez pu quand même négocier une exclusivité territoriale, par exemple? Comment, Oui, on a un secteur acquis avec sa licence qui est géré par une population en fait, à atteindre. Mais on a tous notre secteur et on a capacité à avoir quand même des choses un peu protégées. Bon, ben c'est très bien. Ils ont mis en place ce type de structure, en fait, de périmètre dans lequel vous pouvez vous développer votre activité. Donc, c'est vrai qu'il y a de vraies passerelles entre ce que vous vivez et ce que nous, on peut développer. Ce sont des grands principes. Après, voilà, dans le monde des enseignes ou du retail, après, il y a quand même des différences avec ce qu'on peut faire sur des services ou sur des produits. Même si vous êtes quand même à cheval sur un service, en fait, vous proposez un service immobilier. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Quand est-ce que vous redescendez sur la côte? D'accord. Je reviens ce soir. Bruno, Escat, et merci beaucoup déjà pour ton intervention. Et est-ce qu'il y aurait tes coordonnées ou sur la dernière slide, ou comme ça, si les filles, ou si tu veux les mettre dans le chat, je ne sais pas, comme ça, si les filles ont des questions après coup, des fois ça vient plus tard, elles peuvent te contacter. Super. Moi, personnellement, si Bruno sera disponible, je prendrai contact avec vous pour vous rencontrer. Non, mais je voudrais vous inviter justement la semaine prochaine, si vous êtes disponible le 15 avril au matin. Je vous les mets là dans Oui, ça c'est vrai. Ah, super. Est-ce que je peux prendre votre adresse mail, s'il vous plaît? Un mail avec votre grillé. Merci beaucoup, Bruno. Oui, non, c'était Lydia. Oui. Mais vous inquiétez. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. C'est la plateforme sur laquelle allez, je vais regarder la entre membres de l'UPE, on est là pour s'entraider. Pas de souci. Susanna, n'hésitez pas à me. Vous avez de télécharger. À croiser, c'est sûr. Je dis bonjour. Ah, Elodie, ah oui, ça va la couper parce que j'entendais rien du tout. C'est ça.
Non, je disais oui, si vous voulez qu'on se voit, qu'on Ce serait échange une entreprise sur des gens locale. particuliers, je sais pas. Excusez-moi, pardon, j'avais la musique qui sonnait. Alors, Pardon. non, c'est Oui, Bruno, je vous enverrai un petit message. À Nice. Ok, avec plaisir. Écoutez, Merci beaucoup, Bruno. J'espère vous avoir appris des choses, c'était bien. Et puis, une fois de plus, je suis à votre disposition. Oui. D'accord. Bon courage pour le grand déjeuner de ce midi. Merci, c'est gentil. À bientôt. Bonne journée à vous trois. À bientôt, Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.